autour d'une table et voir quels sont les besoins humains en termes d'eau potable pour les trois pays, les besoins en matière d'irrigation pour les trois pays, tout en sachant que c'est la Turquie qui tient le robinet actuellement de l'Euphrate, et quels seront les bienfaits socio-économiques de cette coopération entre la Turquie d'un côté et l'Irak et la Syrie en matière de production d'électricité, parce que les bienfaits pourraient être aussi des bienfaits en termes énergétiques, une énergie donc propre, du fait que la Turquie envisage de produire 7000 MW, une production propre des stations hydrauliques, des barrages, et voir comment on pourrait donc solutionner ce problème autour d'une table en travaillant sur la composante bienfaits économiques et paramètres techniques. Le troisième bassin, c'est le contentieux entre le Liban et Israël sur le Litani. Excusez-moi, c'est le quatrième bassin. Donc, Israël a bien sûr occupé le sud du Liban durant une vingtaine d'années et Israël voulait placer sa frontière physique et territoriale sur les rives du Litani. Or, il s'est avéré que du fait du droit international, le Litani est un fleuve national libanais. Donc, on a pu donc régler ce contentieux en l'an 1994 auprès de la Banque mondiale qui a favorisé le développement économique du bassin de Litani en octroyant au Liban à peu près 100 millions de dollars pour recréer cette dynamique économique au sud du Liban et à la région de la Bekaa. Donc on a pu isoler donc ce contentieux qui portait à litige point de vue historique et que maintenant donc il y a une sorte de paix implicite entre le Liban et Israël concernant le bassin de Litani, du fait que voilà donc il y a eu une reconnaissance internationale que c'est un bassin sur le plan eau surfacique à 100% libanais et sur le plan eau souterraine, il n'y a pas donc de rapport entre le bassin hydrogéographique entre le Liban et Israël concernant le Litani. La troisième idée principale de l'ouvrage repose sur la mauvaise gestion de l'eau dans la région du pourtour méditerranéen, la pollution des cours d'eau, la pollution des aquifères. Donc cette pollution va accroître le coût du traitement de l'eau et ça va donc mobiliser des fonds supplémentaires. Et comme l'eau a une valeur économique importante, donc le coût de l'eau va augmenter. Donc en essayant de travailler sur ces paramètres qualité de l'eau et coût économique de l'eau, donc j'ai voulu que l'eau ait en fait un tarif social, que l'eau soit donc une ressource qui soit commune à toutes les classes de la société du bassin méditerranéen, en faisant un peu plus d'efforts sur le plan, en faisant un peu plus d'efforts sur le plan gestion, sur le plan qualité de l'eau, et en utilisant aussi l'expérience de la rive nord donc, du bassin méditerranéen dans ce sens-là. On pourrait donc essayer de préserver la qualité de l'eau sur la rive sud-est. Donc il va falloir appliquer la directive cadre eau dans nos pays du bassin sud-est. Et cette directive cadre eau est très importante du fait que avec l'UPM qui s'est créé nouvellement, avec le pôle de l'eau qui va se créer au sein de l'UPM et la directive cadre eau, on pourrait mobiliser des fonds auprès de l'Union européenne pour rehausser le niveau donc, de la gestion de l'eau chez nous dans nos pays et arriver à mobiliser donc, cette ressource rare, qu'elle soit accessible à toutes les classes sociales de nos pays. La quatrième idée, c'est une idée qui touche à la culture de l'eau.
comment répandre la culture de l'eau auprès premièrement des utilisateurs, sensibiliser les utilisateurs à cette nouvelle culture de l'eau, ce mode de gestion, mais aussi créer des formations au sein des universités et au sein des écoles professionnelles, des formations qui portent sur la gestion intégrée des ressources en eau et former des nouveaux leaders de l'eau. Les écoles d'ingénieurs dans nos pays et même en France ne forment pas dans cette thématique. Soit les écoles d'ingénieurs ont une formation orientée vers la technique pure et dure. Les universités, c'est l'aspect socio-économique. Or, les deux orientations sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle je propose donc de créer cette culture de l'eau, cette nouvelle formation pour former les futurs leaders de l'eau dans le bassin méditerranéen. J'espère que ce livre va donc essayer de trouver des solutions utilisées par les techniciens de l'eau, les responsables de l'eau dans les différents ministères du pourtour méditerranéen, mais aussi auprès des politiciens, parce que l'eau est une thématique commune aux religions monothéistes qui ont pris naissance au Proche-Orient, le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Pour le judaïsme et la chrétienté, l'eau est un symbole de purification. Nous avons le baptême en tant que chrétiens, les juifs ont la Bir Mishva aussi. Et pour les musulmans, c'est donc la propreté avant la prière. Donc j'espère que on trouvera une solution pour unir le monde ensemble à travers la thématique de la culture de l'eau. Voilà, je vous remercie.